Il y avait des cris, des objets volaient, et une mare de confiture dégoulinait lentement le long du mur en marbre blanc. 3 petits garçons, le visage sali de larmes séchées et de chocolat, avaient transformé un majestueux salon en champ de ruines. Mais ce n'était pas ce chaos qui glaça le sang de Claire Morel en entrant dans la demeure. C'étaient les regards. 3 pères d'yeux pleins de rage et de détresse. « Tu peux partir. On ne t'aime pas !» hurla le plus grand en jetant un camion miniature contre le sol. « On veut maman, pas une remplaçante !» renchérit son frère, la voix brisée. Le plus jeune ne parlait pas. Il serrait un coussin déchiré contre lui comme une bouée de sauvetage. Claire ne recula pas. Elle ne cria pas non plus. Elle les observa, le cœur battant, et murmura simplement « Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je suis là parce que parfois, les cœurs brisés ont besoin d'un peu d'aide pour recoller les morceaux. » Le silence tomba. Pour la première fois en 6 mois, quelqu'un n'essayait pas de les corriger. Elle essayait de les comprendre. 6 mois plus tôt, dans un bureau vitré du 40e étage, Maxime Delcourt, PDG d'un empire immobilier, fixait l'écran de son téléphone. « Encore ?» soupira-t-il en décrochant. « C'est l'école et la nounou », répondit sèchement son assistante. « L'école a signalé un incident, et la 17e nounou vient de démissionner. Elle dit que les enfants sont possédés, littéralement. » Maxime ferma les yeux. Il était au bord de l'effondrement. Il y a 1 an, il était marié à Camille, la femme de sa vie. Ils élevaient ensemble leurs triplés, Théo, Jules et Léo. Puis l'accident. Une voiture, un virage trop serré, et tout s'était écroulé. Depuis, ses fils étaient devenus des étrangers, violents, imprévisibles. Ils testaient chaque adulte, les repoussaient un par un. Et lui, il travaillait jour et nuit pour ne pas sombrer, pour ne pas affronter les souvenirs. « Postez une annonce, ordonna-t-il. Offrez le triple du salaire. Je me fiche du prix. Il faut quelqu'un. » Mais Maxime, personne ne veut de ce poste. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Claire Morel, 30 ans, lisait cette même annonce, les mains tremblantes. Elle avait été nounou pendant presque une décennie. Mais son plus grand diplôme était invisible. La souffrance. Orpheline depuis l'âge de 7 ans, passée de foyer en foyer, elle avait appris une vérité simple. Les enfants blessés criaient avec leurs actes, pas leurs mots. Quand elle vit la mention « poste difficile », enfant intense, nombreuse nounou partie, son instinct s'alluma. Ces enfants n'ont pas besoin d'une nounou, ils ont besoin d'une survivante, pensa-t-elle. Elle rédigea une lettre de motivation comme jamais, pas de jargon éducatif, juste la vérité. Le lendemain, Maxime ouvrit la porte à une inconnue. Claire portait une robe simple, ses cheveux relevés et une lumière étrange dans les yeux. La calme assurance de quelqu'un qui a traversé l'enfer. « Vous êtes sûr de vouloir ce poste ?» demanda-t-il sans détour. « Je suis sûr que vos enfants ne sont pas des monstres, juste des âmes perdues. » Le reste de l'entretien fut un bouleversement. Claire parla de son passé, des enfants qu'elle avait aidés, de sa capacité à reconnaître la détresse cachée derrière la colère. Maxime, pour la première fois depuis des mois, sentit une chose qu'il croyait perdue, l'espoir. Le lendemain matin, Claire arriva avec un sac de cookies et une thermos de café. À 7h30, le chaos débuta. Des hurlements, des assiettes brisées, du jus d'orange partout. Claire entra et au lieu de crier, elle sourit. Quelle créativité! Ce champ de bataille est impressionnant. Les garçons s'arrêtèrent net. Pas d'insultes, pas d'ordre, juste une femme qui ne fuyait pas. « Vous êtes une nounou bizarre », déclara Jules. « Non, je suis juste quelqu'un qui a compris que la douleur, ça déborde parfois. » Elle sortit les cookies. « Mon père adorait cela. Je l'ai fait quand je me sens seul. » Les garçons la dévisagèrent, méfiants, curieux. Puis Léo s'approcha, timidement. « Je peux en goûter un ?» Claire hocha la tête. Le calme s'installa petit à petit. Les garçons commencèrent à parler, à poser des questions, à écouter. Et puis, des pas lourds dans le couloir. Maxime, il entra, figé par la scène. Ses 3 fils riaient, collés à Claire. Le sol encore collant de jus, mais leur visage transformé. Puis le téléphone vibra dans sa poche. Il décrocha. La voix de son avocat grave. « Maxime, c'est très grave. Une chaîne de télé va diffuser ce soir un reportage. Le titre ? Les enfants maudits du milliardaire. 3 anciennes nounous y témoignent. Elles parlent de violence, de désespoir, et elles citent votre nouvelle recrue, Claire. » Maxime sentit le sol se dérober. Encore une attaque.
Encore des jugements et peut-être encore une perte. Il se tourna vers Claire, qui jouait au Lego avec les garçons. S'il lui disait ce qui allait se passer, partirait-elle comme les autres? Les enfants dormaient paisiblement ce soir-là, le visage détendu comme si, pour une fois, les cauchemars avaient reculé. Dans le salon, la lumière tamisée dansait sur les murs. Claire, assise aux côtés de Maxime sur le canapé, tenait une tasse de thé entre ses mains. Il n'y avait plus de bruit, seulement cette tension suspendue. À l'écran, le générique du journal du soir venait de commencer. Puis la présentatrice parla. Open quote ce soir, enquête exclusive, 3 enfants, 17 nounous, un père milliardaire, le chaos derrière les murs de la famille Delcourt. Close quote. Claire ne bougea pas. Maxime, lui, crispait les poings. Puis vinrent les images. Des vidéos de la maison autrefois saccagée, des témoignages floutés d'ex-employés, une voix off dramatique. Open quote, une atmosphère invivable, des enfants instables et une nouvelle nounou prise dans la tempête. Close quote. Il n'avait même pas eu le décence de changer son prénom. Une femme à l'écran prit la parole. Open quote. Ils hurlaient, cassaient tout, me jetaient de la nourriture au visage. Impossible de les gérer. Je suis parti après 2 semaines. Close quote. Une autre enchaîna. Open quote. Le père n'est jamais là. Et ses enfants, ils sont dangereux, perturbés. Ils devraient être suivis psychologiquement, pas confiés à une simple nourrice. Close quote. Claire fixait l'écran. Elle n'était ni en colère ni surprise, juste triste. Maxime tourna la tête vers elle. « Je comprends si tu veux partir. Ils vont salir ton nom, te faire passer pour une inconsciente. » Claire secoua doucement la tête. « Tu crois que tes fils sont dangereux? Bien sûr que non. Ils souffrent. Ils se débattent. Alors qu'importe ce que ces gens croient. Ce n'est pas eux qui les voient s'endormir chaque soir, la tête contre mon épaule. » Le lendemain, la tempête éclata. Téléphone qui sonnait sans arrêt, courriel d'inquiétude, article en ligne. Maxime était sommé de s'expliquer. Les partenaires menaçaient de rompre. Le conseil d'administration parlait déjà de dommages à l'image. Puis, un appel de l'aide sociale à l'enfance. « Monsieur Delcourt, suite à des signalements, une visite de contrôle va être effectuée chez vous. Nous devons évaluer le bien-être des enfants. » Maxime pâlit. Claire posa doucement sa main sur la sienne. « Ce n'est pas une menace, c'est une chance. » « Une chance? Ils pourraient arracher mes enfants. » « Alors on va leur montrer. Pas en une heure artificielle, en une vraie journée, sans masque, sans mise en scène. » Maxime la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu crois vraiment qu'on peut leur prouver que tout a changé? » « Je ne le crois pas. Je le sais. » 3 jours plus tard, un vendredi matin, une voiture gouvernementale se gara devant la villa Delcourt. Une femme austère, aux cheveux courts et au regard d'acier, en sortit. Madame Perrier, inspectrice depuis 20 ans, réputée incorruptible. Claire l'accueillit avec un sourire franc. « Entrez. Les enfants vous attendent. » Dans la cuisine, Théo, Jules et Léo portaient des tabliers à carreaux et mélangeaient la pâte à cookies. Bobby leva les yeux, ravi. « Bonjour, madame. On fait des biscuits pour les ouvriers de papa. » L'inspectrice les observa. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. « Pourquoi les ouvriers ?» demanda-t-elle. « Parce qu'ils aident papa à construire des maisons pour des gens. Et on veut les remercier, » répondit Théo avec fierté. La journée se déroula comme un film silencieux. L'inspectrice suivit les enfants dans leurs jeux, leurs routines, leurs goûters. Elle assista à une crise de colère de Jules lorsqu'il perdit à un jeu de société. Et à la manière douce dont Claire le calma en lui apprenant à respirer profondément. Elle observa Léo lire une histoire à voix haute, pendant que Théo corrigeait doucement sa prononciation et Claire glissait un regard encourageant. Au dîner, elle vit Maxime couper les légumes avec eux, parler de sa journée, puis écouter les leurs avec une attention sincère. Une vraie famille. Fragile, mais réelle. Avant de partir, Madame Perrier posa ses lunettes. « Monsieur Delcourt, ce que j'ai vu ici aujourd'hui ne correspond en rien aux témoignages relayés par les médias. Vos enfants ne sont pas instables, ils sont blessés, oui, mais aimés, soutenus, écoutés. » Elle se tourna vers Claire. « Mademoiselle Morel, ce que vous faites est admirable. Continuez. Vous êtes exactement ce dont cette famille avait besoin. » Le lendemain, un article parut sur un blog parental influent. Titre « Et si on s'était tous trompés sur les enfants Delcourt ?» La presse commença à changer de ton.
On interrogea l'impact du deuil chez les enfants. On évoqua enfin la résilience. Claire refusa toutes les demandes d'interview. Ce n'est pas une histoire pour vendre des clics, c'est une histoire d'amour. Mais ce soir-là, en regardant les garçons s'endormir dans le calme, Maxime eut une révélation. Il la regarda avec des yeux brillants de vérité. « Claire, tu n'es plus une employée ici. Tu es notre lumière. » Claire sourit doucement. « Tu sais, je n'ai jamais connu de vraie famille. Alors reste, faisant partie. » Fin de la partie 2. Le cœur exposé au monde, Claire fait un choix, affronter les tempêtes aux côtés de ceux qu'elle aime, coûte que coûte. La nuit était tombée depuis longtemps sur la villa Delcourt, mais dans le jardin illuminé de guirlandes suspendues, une douce musique s'élevait. Ce n'était pas un concert, ni une fête mondaine, c'était un moment suspendu, intime. Maxime se tenait sous un vieux cerisier, le cœur battant, un petit écrin dans la main. Claire approchait, vêtue simplement, les cheveux détachés, sans maquillage, mais plus belle que jamais à ses yeux. « Tu m'as sauvé, murmura-t-il. Tu étais déjà en train de te sauver toi-même. Non, j'étais en train de m'enfoncer. Et toi, tu as été la seule à ne pas me juger, à ne pas fuir. » Maxime s'agenouilla. Les étoiles au-dessus semblaient retenir leur souffle. « Claire Morel, tu as guéri mes fils. Tu as réappris à mon cœur ce que c'était que d'aimer, et tu m'as donné une raison d'espérer. Veux-tu devenir officiellement une Delcourt ?» Un silence, puis les larmes. Puis un rire brisé par l'émotion. « Oui, Maxime. 1000 fois oui. » Le mariage eut lieu un mois plus tard, dans le jardin même où Maxime avait fait sa demande. Les triplés, dans leurs costumes miniatures, servaient de porteurs d'alliance. Léo n'arrêtait pas de demander s'il pouvait dire quelque chose dans le micro pendant la cérémonie. On le laissa faire, et personne n'oublia jamais ces mots. « Claire, tu nous as aimés même quand on n'était pas gentille. Même quand on te criait dessus, tu nous as appris que les gens peuvent rester. Alors, merci d'être resté. » Tout le monde pleura. Même Madame Perrier, présente au premier rang. Les mois passèrent, puis les années. La maison changea. Le deuil ne disparut jamais, mais il devint plus doux, plus supportable. On parla souvent de Camille, leur maman. On alluma des bougies pour elle à Noël. On racontait des anecdotes, on riait de ses expressions, de ses recettes ratées. Et un jour, dans cette maison pleine de vie, un nouveau cri résonna. « Elle est là !» s'écria Théo, courant dans le couloir. « C'est une fille !» s'écria Jules. « Elle est minuscule !» s'émerveilla Léo. La petite Lina Delcourt venait de naître. Une sœur, un symbole, un nouveau départ. Les triplés devinrent des grands frères exemplaires, protecteurs, drôles, attentionnés. À l'école, ils étaient connus pour aider les nouveaux, les plus timides, ceux qui pleuraient en récré. Quand on leur demandait pourquoi ils étaient si gentils, ils répondaient toujours « open quote », parce que quelqu'un l'a été pour nous quand on en avait le plus besoin. Close quote. Maxime, de son côté, avait changé sa manière de vivre. Moins de bureaux, plus de terrain. Il avait ouvert une fondation au nom de Camille, dédiée aux familles endeuillées. Il passait désormais ses vendredis dans les écoles, les centres de soutien, à parler de parentalité et de résilience. Claire, elle, avait écrit un livre. L'amour après la colère, aider les enfants blessés à faire confiance. Un best-seller. Mais plus qu'un livre, un phare pour tant de familles. Elle devint conseillère, conférencière, accompagnante spécialisée. Mais elle refusait de quitter sa maison plus de 3 jours. « Mon plus beau travail, c'est d'être maman. Et belle maman, disait-elle avec tendresse. Chaque année, à la date de l'accident, la famille se rendait ensemble au cimetière. Les garçons y déposaient des dessins, Lina une petite fleur, et Maxime lisait à voix haute une lettre. Puis ils s'installaient dans l'herbe et racontaient à Camille ce que la vie leur avait appris, ce qu'ils avaient accompli, ce qu'elle aurait aimé. Un jour, alors que Claire bordait Léo, devenu adolescent, il lui dit, le regard rêveur, « Tu sais, j'ai souvent peur qu'un jour tu partes toi aussi, que tout ça, ce soit fragile. » Claire prit sa main, la serra doucement. « Rien n'est éternel, Léo, sauf l'amour qu'on s'aime. Et moi, je vous ai aimé comme si je vous avais porté dans mon ventre. » Léo ferma les yeux, rassuré. « Alors c'est ça, être une vraie maman ?»« C'est ça, oui. » Épilogue. 5 ans après leur mariage, la famille Delcourt était méconnaissable, unie, riche, oui, mais surtout riche de liens, de rires, d'histoires communes. La presse, elle ne parlait plus de triplés démoniaques, mais de familles modèles de résilience.
Mais ni Maxime ni Claire ne lisaient ces articles. Ils n'avaient rien à prouver au monde. Leur victoire, c'était chaque matin, chaque sourire retrouvé, chaque cauchemar apaisé, et chaque « je t'aime » chuchoté à l'oreille d'un enfant qui un jour avait cru que l'amour n'existait plus.